Bonjour, heureux de vous retrouver pour une question qui porte sur la mémoire des objets, la mémoire des lieux, que je trouve très intéressant. C'est une question que Romain m'a posée. Alors Romain nous dit « Il y a une tendance au minimalisme, aux intérieurs épurés, quasi dépouillés. Comment qualifierais-tu les individus qui aiment posséder des objets du passé ?» Alors rassure-toi Romain, je ne vais pas les qualifier. Je pense à de vieux ouvrages, des contenus compliqués à trouver ou retrouver. Je m'interroge si ces personnes dont je fais partie, on avait compris, sont trop tournées vers le passé, comme certains le suggèrent. J'ai le sentiment d'être à la fois un enquêteur, mais aussi un gardien, car nombreux de ces livres sont compliqués à trouver. Le poids écrasant du passé aux responsabilités de transmission. Il m'arrive parfois de douter alors que cette motivation de collection est bel et bien dans un esprit de partage. Si j'en ai l'occasion, je n'aurai pas d'objection à mettre à disposition ces livres pour l'étude comme une bibliothèque. Il y a un petit côté comme Arche de Noé, etc. Donc, tu vois Romain, il y a des êtres dont la nature, dont la mission d'âme est différente des autres. Chacun en a une spécifique, mais il y en a qui sont plus particulièrement des êtres de mémoire. Et la mémoire ne peut exister que par un support. Donc on a fixé dans des pierres, tu vois des stèles, on a fixé des mémoires. On a gravé des stèles, mais avant, dans la préhistoire, quand on n'écrivait pas, on fixait dans les pierres des mémoires. On a toujours associé un objet à une intention, à un état de conscience, à une volonté de fixer la mémoire pour la retrouver. Parce qu'on sait bien que le temps est... C'est comme quand tu mets un sucre dans un liquide, tu vois, ça fond, ça se dissout. Et donc, pour exister, les mémoires ont besoin de supports. Les livres sont des supports de mémoire fondamentaux. Et il y a des êtres qui sont énormément liés à ces mémoires. Donc en fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand tu es lié à ces mémoires, à ces écrits, à cette tradition par tes anciennes incarnations, tu vas avoir une tendance naturelle à être attiré par ce genre d'objet et à vivre avec. Et même, ça va se faire un peu tout seul. Les objets vont revenir vers toi parce qu'il y a à l'intérieur de toi quelque chose qui leur correspond. Et en faisant ça, tu permets à... Parce que tu n'as pas que l'objet, hein. Tu as un objet et tu as une énergie associée à l'objet. Tu as un plan d'existence. Un petit peu comme si je te disais un rêve. Tu vois, quand tu rêves, tu rentres dans un univers, dans un monde divers et variés selon les rêves. Eh bien, un livre a toute une dimension subtile associée. Quand tu lis un roman, tu rentres dans l'énergie du livre et tu t'associes à tous ceux qui le lisent en ce moment et qui l'ont lu, et tu rentres dans le monde de celui qui l'a écrit. C'est pour ça qu'il y avait des livres interdits et tout ça. C'est qu'on ne voulait pas que les êtres aient accès à certaines forces, à certaines énergies, à certains états de conscience qu'on pouvait juger dangereux ou non souhaitables pour le bien commun. Et si toi tu t'entoures de ces objets, c'est que tu es lié à ces objets et tu sens à l'intérieur de toi le besoin, le désir de faire vivre cette mémoire, et très probablement que ça te correspond. Maintenant, c'est comme tout dans la vie, il faut qu'il y ait un équilibre, parce que la plus grande qualité peut devenir un défaut quand elle est en excès, qu'elle n'est pas équilibrée. Et donc la conservation peut devenir un problème, la mémoire peut devenir un problème. C'est le phénomène des momies en Égypte, par exemple. C'est une chute, une dégénérescence du savoir mémoriel, de la conservation de la mémoire dans notre monde. Donc par exemple, il faut que tu saches que tous les livres que tu possèdes, tu es lié à leur contenu, puisque toi-même tu t'en places comme un gardien. Et donc les formes de vie qui sont à l'intérieur, qui sont associées à ces livres, te voient et te considèrent comme leur sauveur, comme leur source d'existence. Parce que si ces livres disparaissent, tu vois, il y a des écrits qui ont définitivement disparu, il y en a beaucoup. Hein. On sait qu'ils ont existé puisqu'ils sont mentionnés dans des sources historiques, mais on ne les a plus et on ne les aura jamais. Donc ces êtres savent qu'ils ont besoin que ce livre existe et que des êtres lisent le livre
pour perpétuer leur mémoire. C'est ce que tu vois dans le film de Chihiro, tu sais, de Studio Ghibli, de Miyazaki. La sorcière enlève le nom, parce que lorsqu'un être a oublié son nom, il ne sait plus qui il est. Tant que tu lis un livre, tant que tu prononces le nom de son auteur, sa mémoire continue. Et d'une certaine manière, il survit. C'est une forme d'immortalité. Pas d'immortalité, parce que ça serait prétentieux si tu le compares à l'éternité, mais c'est une forme de mémoire. Donc sache que tu es associé à tous ces êtres, à tous ces souvenirs, ces formes pensées, ces égrégores, ces images. C'est énorme, hein, des livres, c'est énorme. Et tu es pour le meilleur et pour le pire, tu es associé à ça. Tu en es un gardien. Si c'est ta mission, si c'est ce que tu es venu faire, effectivement, c'est extrêmement important. Les Esséniens constituent d'ailleurs eux-mêmes des bibliothèques de leur tradition parce que nous avons énormément souffert des autodafés, de l'Inquisition. Nous avons énormément souffert de ça et beaucoup de nos ouvrages, à commencer par Mani, hein, même Jésus. Il ne reste que des poussières de Jésus. Il ne reste quasiment rien de Mani. On a juré sa perte et on a beaucoup des pans entiers de la tradition essénienne qui ont été sciemment détruits. Alors maintenant, il y a des savoirs qui effectivement ne doivent pas passer entre de mauvaises mains. Donc c'est un processus qui existe aussi. Hein. Mais tu vois, cette mode du dépouillement, elle est aussi réelle et intéressante que ta tendance à garder, conserver pour que les choses continuent d'exister. Ce sont deux pôles, deux extrêmes. Et si tu veux, pour que le réel existe, il faut qu'il y ait deux pôles qui sont les frontières du monde. Et donc il faut qu'il y ait des êtres qui incarnent un extrême, et il faut qu'il y ait des êtres qui incarnent et vivent selon un autre extrême. Tu vois, tu as le moine zen, le moine chrétien dans sa cellule, qui est complètement dépouillé, et qui ne cherche pas nécessairement, ça dépend des ordres et des disciplines de vie, mais qui ne cherche pas nécessairement à accumuler, il ne veut pas qu'on se souvienne nécessairement de son nom. D'ailleurs, il a pris un nom de moine, son nom d'état civil, il ne veut pas qu'on s'en souvienne. C'est une démarche qui est indispensable à la tienne. Parce que sinon il y a un déséquilibre et il va y avoir une accumulation d'énergie mémorielle sclérosée. Et il est très important d'entrer dans le dépouillement pour toujours se débarrasser de ce qui, dans la mémoire, est problématique et ne devrait pas forcément exister. Donc l'oubli est aussi important que la mémoire, et la mémoire est essentielle à l'oubli. Et c'est entre ces deux que chaque être va trouver son équilibre selon les moments de sa vie. Il y a des moments de ta vie où il faut que tu te souviennes plus. Il faut que tu te rappelles, d'ailleurs tu regardes tes anciennes photos, tu te fais raconter des souvenirs, tu as besoin de retrouver quelque chose d'ancien. Et il y a des moments de ta vie où au contraire tu as besoin de te défaire du passé et d'entrer dans quelque chose, dans une nudité, dans un renouveau. La naissance est une perte de mémoire majeure d'ailleurs, et le début d'une nouvelle tranche de mémoire. Donc, un objet est associé à une mémoire. Maintenant, si tu écris quelque chose, tu es écrivain, peut-être c'est ton cas, hein, Romain, tu es poète ou romancier, souvent tu vas vouloir être publié et être lu. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, ta pensée, ton œuvre, ton sentiment, ce que tu veux partager avec le monde, va exister. Si personne ne lit ton œuvre, d'une certaine manière, tu existes moins et tu vas beaucoup plus rapidement plonger dans le néant et l'oubli. Première chose. La deuxième chose, c'est que si tu es lu par des êtres conscients, la mémoire que tu vas engendrer va être plus forte. La conscience augmente la mémoire. Et aussi de la même manière, si tu provoques une émotion forte chez quelqu'un qui te lit, il va générer plus d'énergie mémorielle. Tu vois, nous tous, on a vu des films qui nous ont marqués, qui ont été gravés dans notre cœur, qui nous ont bouleversés. On a lu des romans qui nous ont marqués en tant qu'individus et qui ont même défini des traits de caractère à l'intérieur de nous. Plus on a une intensité de vécu, plus on a une mémoire forte et vivante qui va traverser les temps.
Et c'est valable aussi pour les lieux. Ça veut dire que tu peux avoir un livre qui traverse les temps beaucoup plus qu'un autre, et tu vas avoir des lieux qui sont marqués par la mémoire plus que les autres. Tu vois, si tu vis une scène très intense dans un lieu, il y a plus de possibilités, ce n'est pas forcément le cas, hein, mais c'est beaucoup plus possible que ta mémoire, ton énergie mémorielle se fixe à la matière physique. Alors que si tu vis dans un endroit dans lequel tu ne fais pas d'expérience intense, tu vas beaucoup moins t'associer à ce lieu. Donc quand tu es dans un lieu qui est assez marqué et assez chargé d'énergie, c'est un lieu dans lequel les êtres ont fait des expériences très fortes, ils se sont projetés beaucoup plus. C'est le drame, selon moi, de l'exode rural, de l'augmentation des zones urbaines, c'est le déracinement de l'humanité aujourd'hui, c'est que les hommes ne vivent plus des vies entières au même endroit. Ils sont jetés sur les routes et ils se déplacent. Et ce faisant, ils se projettent beaucoup moins de façon durable dans un paysage. Et petit à petit, l'énergie vitale des lieux et la mémoire va disparaître. Elle va être remplacée par la mémoire des disques durs et la mémoire, les souvenirs qu'on va nous fabriquer. Tu vois, par exemple, toi et moi, on a été à l'école, en tout cas je pense, hein, et on nous a enseigné l'histoire, avec un H majuscule. L'histoire, c'est quoi? C'est ce qui a été écrit comme un fait, et qu'on peut lire et qui nous amène du passé au présent. Or, cette histoire, elle est complètement possédée, manipulée, utilisée, afin de nous fabriquer des souvenirs. Parce que je pense que si la plupart d'entre nous, on avait l'opportunité pendant quelques minutes de ressentir dans l'authenticité, en prise directe, comment nous vivions il y a 2000 ans, probablement que nous trouverions que c'était mieux, que c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus vivant, et que nous avons beaucoup perdu en cours de route. Je ne dis pas que c'était parfait, puis qu'on était tous tellement heureux, hein. Mais je pense qu'on était beaucoup mieux et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient plus agréables, plus naturelles, plus vraies, plus authentiques. Mais on nous a raconté une certaine histoire qui fait qu'on a l'impression, la certitude aujourd'hui, de vivre dans un must et que tout ce qui aujourd'hui est mieux. Et que ce qui est du passé n'était que de toute façon de vaines tentatives, des petites ébauches de ce que enfin aujourd'hui on accomplit. Et que l'homme n'a fait que mimer, singer ce qu'aujourd'hui nous sommes. Et que donc on peut les regarder avec un petit peu de compassion hautaine, en se disant « Ah oui, avant, ils croyaient ceci, ils croyaient cela, les pauvres, parce qu'ils ne savaient pas. » Comment est-ce qu'on peut savoir que des êtres qui vivaient dans une mémoire beaucoup plus longue que la nôtre, qui se transmettaient un savoir intergénérationnel, étaient moins qu'aujourd'hui? Quel est le savoir que nous avons acquis aujourd'hui? Est-ce qu'il vient de nos parents, de nos grands-parents? Non, il vient de l'école. Il vient d'un monde qui a été fabriqué pour nous donner des souvenirs. Nous avons été complètement implantés. Et nous avons des souvenirs d'un passé qui n'a jamais existé, qui a été fabriqué uniquement dans le but de nous faire croire qu'aujourd'hui est un must ou une fatalité, que de toute façon c'est comme ça. Entre gros guillemets, on n'arrête pas le progrès. Donc je comprends le côté Hergenoé parce que je te dis, les Esséniens ont aussi des bibliothèques très très importantes dans lesquelles on stocke des manuscrits de notre tradition parce qu'on pense qu'il faut un support physique et que c'est essentiel que les êtres les lisent, les étudient et conservent la mémoire. Regarde, les Juifs le font. Avec leur tradition, ils ont une tradition écrite qui est extrêmement importante, mais qui n'est pas juste de la conservation dans des étagères. C'est de lire et de vivre et de pratiquer ce qui est écrit. Ça, c'est la vraie transmission et la vraie mémorisation. Donc si tu t'intéresses à ces textes anciens, tu peux tout à fait faire ce que tu fais, de stocker des ouvrages anciens en te disant au moins ils existeront, mais tu devrais en choisir quelques-uns, pas beaucoup, un, en te disant je vais le vivre. Et je vais le faire. Parce que tu vois, les philosophes parlent de Platon, des néoplatoniciens, de tel auteur antique, des présocratiques et tout ça, mais ils ne vivent pas. Personne ne vit. Et on pense, même avec beaucoup de suffisance, que Platon se contentait de discourir et de chercher des raisons parce qu'on n'avait pas encore découvert l'atome et la fission nucléaire et on n'avait pas encore marché sur la Lune. On se dit en attendant, Platon il essayait
d'imaginer le réel, parce qu'il n'y avait pas accès. Mais nous, aujourd'hui, avec Hubble, on a accès enfin au réel du cosmos, ce qui est une méprise totale, absolue. Platon vivait ce qu'il enseignait. Et donc les philosophes aujourd'hui, ou les profs d'université qui ont la prétention d'enseigner la philo, sont des usurpateurs. Parce que la question, ce n'est pas d'étudier mentalement, mémoriser et régurgiter de façon plus ou moins mâchée. La question, si tu veux, c'est de faire l'expérience de ce que décrit, par exemple, Platon, de faire l'expérience de ce que décrit un texte ancien, et d'aller jusqu'au bout, pour en être le porteur actuel. Ça, c'est l'essence même d'un essénien. Un essénien, par définition, ça veut dire prendre soin du divin en chaque chose. Il ne veut pas juste se contenter de dire « Ah, mais notre tradition est présente dans les Bhagavad Gita, dans les textes sumériens, dans les textes grecs, égyptiens, dans le christianisme, dans le judaïsme. » Tu comprends? La question, c'est pas de constater qu'il y a une tradition universelle et que l'essénisme a existé de tout temps. La question, c'est de l'incarner et de régénérer soi-même. Je prends souvent l'exemple de la Genèse. Si tu as vu mes cours, mes formations en ligne, tu as vu ça. Je prends souvent l'exemple de la Genèse, Abel, Caïn, Adam et Ève, et de Noé et son arche dont tu parles. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Tu crois vraiment qu'il y a eu de l'eau qui a monté, puis Noé qui a fait un bateau avec un couple d'animaux Tu comprends? Ça veut dire quoi, ça? Comment tu peux régénérer cette histoire avec un H majuscule, cette écriture, ce souvenir, par ta propre vie? Tu dois l'actualiser dans le présent. Sans quoi, ça devient lettre morte. Parce que tu as une lettre vivante, lettre morte. La lettre vivante, c'est l'être humain. La lettre morte, c'est un livre. L'homme doit être un livre lui-même. Sa vie doit être un livre. Et le livre extérieur ne peut être que le reflet de ta vie. Et tu peux très bien prendre un livre pour en faire de ta vie. Tu comprends? Le livre devient un modèle sur lequel tu vas calquer ta vie, ou vice-versa. Tu fais de ta vie un livre, et tu le projettes, et tu l'engrammes, tu l'inscris dans un livre réel que tu écris. Les deux processus existent. C'est une respiration mémorielle, on pourrait dire. Donc tu dois actualiser, vivre aujourd'hui et dire « Oui, il y a eu l'arche de Noé, mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est où ?» Et là, tu seras un vrai bibliothécaire, mon cher. En tout cas, je te souhaite de connaître ça et aussi de faire l'expérience du dépouillement et du dénuement. C'est extrêmement important pour équilibrer l'accumulation de mémoire. C'est très très important. Ce n'est pas forcément dans les mêmes parties de ton être, les mêmes parties de ta vie. Tu peux très bien accumuler beaucoup à l'extérieur et à l'intérieur cultiver un dépouillement, une simplicité. Ça ne sera pas forcément évident si tu es entouré de tous ces livres. Et puis un petit truc, c'est choisis bien les ouvrages. Si tu as des ouvrages qui ne sont pas très clairs, pas très lumineux, ne dors pas forcément à côté, ne les garde pas forcément, parce que tu en as un dépositaire et tu t'associes à leur mémoire énergétique. Ça, c'est mon petit truc personnel. J'espère que j'ai répondu à ta mémoire, Romain, et que tu comprends mieux comment fonctionne la mémoire dans les objets et les lieux, parce que finalement, ça revient au même.